France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, émission exceptionnelle, nous sommes allés rencontrer la semaine dernière l'ambassadeur de Palestine en France, monsieur Salman El Arfit, qui sera dans un instant à écouter, à découvrir. Et une interview sans concession avec Gamal Abina pour l'interroger à mes côtés, à ne pas louper donc sur France Maghreb 2 pour cette émission spéciale. Et quand on parle de Palestine, j'avais envie de commencer en guise de coup de cœur avec cette très belle chanson de Fellow. Je vous en souhaite la bienvenue, une belle écoute à l'écoute de votre radio sans oublier. Et à ne pas louper à 17h30, c'est le journal de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le grand forum jusque 18h sur France Maghreb 2 pour cette émission exceptionnelle puisque nous sommes allés rencontrer au sein des locaux de l'ambassade de Palestine en France, la représentation officielle donc de l'État palestinien, monsieur l'ambassadeur, son excellence monsieur l'ambassadeur, monsieur Salman El Arfi, qui nous a accordé cet entretien. Question sans concession avec lui à mes côtés pour l'interroger, monsieur Gamal Abina. Bonjour à tous, bienvenue en direct de l'ambassade de Palestine en France, dans le bureau de monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, monsieur l'ambassadeur. D'abord, première question, vous nous disiez en off que vous aviez ouvert il y a 50 ans environ le bureau de l'OLP à Paris. Vous êtes ambassadeur depuis 4 ans. Juste pour revenir un petit peu 50 ans en arrière, quelques peut-être souvenirs ou petites anecdotes par rapport à cette ouverture de ce bureau de l'OLP à Paris. D'abord, vous êtes chez vous, soyez les bienvenus et bonjour à tout le monde et bonjour à vos clients et à vos publics. Et nous sommes très heureux d'être avec vous et nous sommes fiers de la solidarité manifestée à l'égard du peuple palestinien qui se développe jour en jour. Je me rappelle il y a 50 ans quand on est arrivé en France pour expliquer notre cause, notre question, le malheur qui traverse le peuple palestinien et les aspirations du peuple palestinien. Peu de gens qui connaissent la cause palestinienne. Heureusement, avec l'aide et la solidarité de nos amis, de nos frères, de nos camarades, ils ont développé cette solidarité jusqu'à qu'on a maintenant une mission diplomatique auprès du peuple français, auprès du gouvernement français, et nous sommes fiers que ces relations se développent de plus en plus. Alors justement, première question, ça c'est dans l'actualité toute récente, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Nouvelle-Zélande, sur le site de l'immigration, il y a eu un changement majeur puisqu'ils ont remplacé la carte d'Israël par la Palestine. Après des plaintes, évidemment, ça a été très vite corrigé. Juste un petit mot sur les pays, il n'y en a pas beaucoup, il faut le dire, qui soutient cette cause palestinienne. D'abord que le développement de la solidarité internationale avec le peuple palestinien est énorme. Je peux vous dire qu'il y a plus de 138 pays qui reconnaissent l'État de Palestine à travers le monde et ils ont des représentations du niveau ambassade ou bien du niveau d'une mission diplomatique ou bien du niveau d'une délégation générale de la Palestine auprès de ces pays et nous sommes très fiers de cette solidarité internationale qui protège notre peuple au niveau international face à une campagne impérialiste guidée par les États-Unis et ses alliés israéliens qui essayent de nier l'existence du peuple palestinien. Moi j'ai une question très ciblée par rapport à l'histoire de la Palestine qui est une longue histoire avec un peuple qui a toujours existé, avec une culture qui existe depuis des millénaires. Il y avait un plan de paix qui avait été lancé après la guerre du Golfe en 1993 qui consistait à faire Gaza et Jéricho d'abord. Donc James Baker à l'époque faisait pression sur Israël pour qu'il discute avec les Syriens et les Palestiniens à la table des négociations. Ça devait être fait en 5 ans. Depuis évidemment rien n'est arrivé. Et entre-temps aujourd'hui avec l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis extrêmement virulent qui décrète que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël, est-ce que vous pensez, sachant que malheureusement il risque à nouveau d'être nouveau président, est-ce que vous pensez que votre cause pourra évoluer, être entendue et éventuellement recevoir des soutiens autres que celui des États-Unis qui aujourd'hui clairement a pris parti? Parlons sincèrement, les États-Unis n'ont jamais soutenu la cause palestinienne, ils n'ont jamais essayé de résoudre
la question palestinienne. Et il n'a jamais accepté de rendre justice au peuple palestinien. Au contraire, les États-Unis, c'est l'allié principal de l'État d'Israël pour nier les droits de tout peuple palestinien et fait des obstacles à tous les mouvements et à tout plan de paix proposé par le monde entier. La dernière proposition de plan de paix, qui c'était le plan de paix arabe qui a été adopté en 2002 à Beyrouth, et les États-Unis ont fait tous les efforts pour freiner le mécanisme de ce plan. On a essayé, après la guerre du Golfe, l'agression américaine contre l'Irak, en fait, faut nommer les choses par ces noms, de résoudre le problème à Madrid, et c'était échoué, et après on s'était transféré à ces négociations à Oslo, qu'on a eu un accord de principe qui est d'une transition pour le 5 ans jusqu'en 1999 pour déclarer l'État de Palestine. Malheureusement, les États-Unis et Israël, ils ont freiné, ils n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de l'accord d'Oslo, et au contraire, ils ont essayé tous les moyens pour détruire cette initiative, cette déclaration de principe, et ils ont déclaré la guerre contre le peuple palestinien en 2000, après l'échec fabriqué par les États-Unis et Israël de les négociations à Camp David, et prétendait que M. Ehud Barak, qui a proposé une proposition de paix à au regretté président défunt Arafat, et qui plus tard ils ont découvert le monde entier qu'ils n'ont rien de proposition, rien de fait, mais c'était une manœuvre israélo-américaine pour détruire le processus de la paix de Oslo. Et depuis, il y a toute une guerre qui est déclarée au peuple palestinien par l'extrême droite israélienne, guidée par M. Netanyahu et par le gouvernement des États-Unis, qui depuis 2002 n'ont pas cessé de détruire tout processus de paix dans le Moyen-Orient. Ils ont commencé une campagne atroce, une campagne une guerre de tout genre de crimes commis, soit en Irak, soit en Syrie, soit au Yémen, ou bien en Libye, et pour et aussi en même temps nier aucune solution à la cause palestinienne et encourager les Israéliens de multiplier leurs colonies, multiplier leurs agressions dans le territoire palestinien, et aussi freiner toute initiative au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, au sein de la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale et toutes les institutions des Nations unies, et opèrent en dehors de la légalité internationale, en dehors de le Conseil de sécurité, et nier toute existence de la loi internationale et de la loi humanitaire internationale. Et c'est à cause de ça que le peuple palestinien rejette les soi-disant initiatives de M. Trump. C'est pas une initiative de paix, c'est un crime contre l'humanité que veut commettre M. Trump et son allié Netanyahu pour imposer un régime d'apartheid au peuple palestinien, et le peuple palestinien, avec la communauté internationale, rejette cette initiative. Monsieur l'ambassadeur de Palestine en France, pour faire suite à la question de Monsieur Abila, Jérusalem, donc capitale d'Israël, c'est ce qui a été décidé donc à l'initiative de Donald Trump. Quand on voit ce qui s'est passé ensuite, reste-t-il réellement, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui un espoir de voir un jour un État palestinien? Bien sûr, bien sûr. Les États-Unis, c'est pas le monde.
Et les États-Unis, ce n'est pas à eux de décider l'avenir du peuple palestinien. C'est au peuple palestinien et ses militants et son population active qui lutte pour l'indépendance et la liberté qui décide l'avenir du peuple palestinien. Monsieur Trump ni son administration, ils n'ont pas le droit de donner à ceux qui ne revient pas à eux de dire voilà, Jérusalem c'est la capitale d'Israël. Non, Jérusalem c'est un pays, c'est un territoire occupé palestinien par la force, par Israël, et la légalité internationale et les résolutions du Conseil de sécurité, ils le reconnaissent comme territoire occupé palestinien par Israël. Et il n'a pas le droit d'annexer ça à Israël, et c'est à cause de ça qu'il a été rejeté par la communauté internationale. Il n'y a aucun pays, sauf le Guatemala, qui a répondu. Le Guatemala, par tout notre respect, et le peuple guatémalais qui rejetait aussi cette décision du gouvernement du Guatemala, et la communauté internationale qui compte beaucoup plus de 194 pays, ils n'ont pas reconnu. C'est les États-Unis, Israël et le Guatemala qui reconnaissent ça, et ça, ils ne fondent pas une loi, ils ne fondent pas un droit, et c'est rejeté par la communauté internationale, aussi bien par le peuple palestinien. Et Israël il est incapable de contrôler Jérusalem, la résistance palestinienne est quotidiennement faire face à l'agression israélienne, aux crimes de guerre israéliens quotidiens qui sont commis contre le peuple palestinien. Et Israël, ce n'est pas qu'un projet impérial, un projet de nouveau apartheid dans la région. Là, j'ai une question qui va faire suite à ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport à la question irakienne, dont vous avez bien fait de rappeler que c'est une agression et une destruction d'un pays arabe. Malheureusement, les gens ne font pas beaucoup de synthèse. Il n'y a pas un pays arabe qui a été détruit, il y en a 6 en tout aujourd'hui. Parce qu'on oublie que la Libye est un pays arabe qui a été détruit, la Somalie est un pays arabe, l'Irak est un pays arabe, la Syrie est un pays arabe, la Palestine est un pays arabe. On multiplie, je ne parle même pas du Liban, je ne parle même pas de toutes les guerres qui ont été conduites pour détruire ces pays arabes qui ne faisaient finalement que résister à l'impérialisme. Mais la question qui me vient à l'esprit, j'ai jamais vraiment eu le sentiment que les Arabes aient eu beaucoup d'alliés dans la région, sauf peut-être à une époque sous Khrouchtchev. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec les Russes et les Chinois qui peut-être pourraient pencher en votre faveur par rapport à cet unilatéralisme américain qui pèse de tout son poids sur la région? Permettez-moi d'abord de vous expliquer une chose. Il y a une guerre contre les pays arabes. Il y a une guerre déclarée de la destruction, de détruire tout État arabe. C'est pour piller les richesses arabes, pour faire garder les pays arabes dans une situation très arriérée pour mieux contrôler. Mais les prétentions de dire voilà on voulait porter une démocratie, porter tout ça, ça revient au peuple arabe de faire ça, et ce n'est pas par les avions américains, ni par l'intervention israélienne, ni par la création des organisations extrémistes, soit disons islamistes, qui sont entraînés et armés par Israël et par les États-Unis. Et l'Al-Qaïda c'est la fabrication américaine, le Daesh c'est fabrication américaine, et ce n'est pas nous qu'on dit ça, c'est les responsables américains eux-mêmes. Madame Clinton qui dit qu'on est fier de créer Daesh, les CC pour déclarer l'État islamique, mais ça c'est pour détruire le monde arabe, et ce n'est pas pour construire. Et ne pas dire que nous croyons complètement à l'avenir. Et nous comptons sur nos peuples, nous faire face à des situations très difficiles, c'est vrai, mais l'avenir est devant nous, et nous sommes fiers de nos peuples qui vont se lever un jour, qu'ils vont faire face à cette campagne impérialiste qui, comme toute autre nation, nous passerons dans une période très très difficile, très critique, mais toutes les nations, ils ont passé par là. Et à la fin du jour, c'est le peuple qui gagne.
Monsieur l'ambassadeur, je rappelle que nous sommes en direct sur France Maghreb 2 avec monsieur Gamal Abina pour vous interroger, vous poser des questions sur cette cause qui nous tient particulièrement à cœur, et encore merci de nous recevoir ici chez vous dans votre bureau, dans cette ambassade de Palestine en France. Justement, parlons de la France. On se souvient en 2014, le bombardement massif durant l'été 2014 à Gaza. Et on se souvient aussi des nombreuses manifestations dans les rues de Paris. Et on se souvient aussi, nous qui avons été manifestés pour soutenir le peuple palestinien, et en particulier celui de Gaza, qui était sous les bombes israéliennes, que nous avons été opprimés, que nous avons été bousculés, accusés d'avoir proféré des morts aux juifs dans les rues de Paris. Or, je peux vous assurer que nous y étions, nous n'avons jamais entendu cela. Comment expliquer, quand on parle Palestine en France, c'est quand même, avouez-le un peu, compliqué? Non, parlons sincèrement. On est là pour ça, monsieur l'ambassadeur. La position de la France est différente que la position des Américains. Elle est différente que la position israélienne. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une sympathie de l'État et d'amitié entre la France et Israël. Il y a des fois que ça développe cette position vers soutenir le droit. Et nous sommes... dans notre travail, c'est de développer la position française, c'est de travailler avec le gouvernement français, avec le peuple français, pour développer la connaissance et la reconnaissance. Et c'est à cause de ça que nous demandons au gouvernement français d'appliquer les recommandations du Sénat et les recommandations du Parlement français pour reconnaître l'État de Palestine et de passer d'un soutien moral à un soutien politique réel, de reconnaître l'État de Palestine. C'est vrai. C'est pour quand justement cette reconnaissance de la France? Il devrait être aujourd'hui plus que jamais, parce que c'était une recommandation il y a 3 ans, il y a presque 4 ans, qui était pris par le Sénat, par le Parlement français, et nous faisons appel au gouvernement français, nous faisons appel au président Macron de mettre en application ces recommandations, et surtout dans cette circonstance très difficile qui traverse le peuple palestinien, qui est menacé de son existence en tant que peuple, avant qu'il soit un crime de guerre, qui est déracinement du peuple palestinien par les racistes de l'extrême droite israélienne, qui sont en train de dire le meilleur palestinien, c'est le palestinien mort. Et ça, c'est le cri toujours mort aux Palestiniens, et nous n'avons jamais dit quoi que soit à l'inverse du judaïsme. Le judaïsme, il est né dans notre région, il est né dans notre pays, et ce n'est pas qu'on est en commun, on travaille en commun, on vit en commun, et nous sommes sémites comme d'autres qui sont sémites, mais je suis sémite beaucoup plus que M. Netanyahu, qui vient de Lituanie ou bien qui vient de l'Europe de l'Est. Mais ça, c'était ça, et ça, c'est en nous faisant appel à tous les militants de faire distinction entre le judaïsme et le sionisme, qui c'était un mouvement impérialiste, un mouvement fabriqué par le colonialisme et l'impérialisme pour être un instrument dans la main des Américains et des autres pour occuper la Palestine. Suite de cette interview avec monsieur l'ambassadeur de Palestine en totale exclusivité sur France Maghreb 2, monsieur Salman El Erfit est notre invité jusqu'à 18h. Le grand forum avec la suite de cet entretien, émission exceptionnelle, exclusivité France Maghreb 2 pour sa première interview à la radio France Maghreb 2. Monsieur Salman El Erfit qui est l'ambassadeur de Palestine en France, avec à mes côtés pour l'interroger monsieur Gamal Abina. Une question intéressante qu'on va aborder là, très importante. Il y a une extrême droite française qui utilise sa haine anti-juive, donc son antisémitisme, pour utiliser la jeunesse des quartiers et leur faire croire que la question palestinienne est une question juive. Cette même question qui est portée par Netanyahou, qui voudrait faire de la Palestine un État juif. Lui-même reçoit une opposition. Pourquoi ?
parce que beaucoup de gens chez lui sont des laïcs ou ne sont même pas juifs. C'est souvent, par exemple, les Russes, c'est beaucoup de faux convertis qui sont partis de Russie dans les années 90 pour rejoindre une terre qui leur permettait de partir en Occident. Donc la question que je vous pose là, clairement, par rapport à ça, bon, je sais que les Palestiniens n'ont jamais confondu juifs et sionistes, évidemment, puisqu'il y a plus de chrétiens sionistes que de juifs, mais surtout la question que je vous pose, c'est justement par rapport à ces questions de manipulation en France qui sont graves. La France a un passé avec l'extermination des juifs, ils ont collaboré avec les nazis, et aujourd'hui, certains idéologues qui se disent de gauche mais qui ne sont pas de gauche, voudraient confondre le rapport islam, arabité, nazisme, en parlant d'islamo-nazisme. Et la question que je vous pose, moi je suis très clair là-dessus, si quelqu'un attaque un juif parce qu'il est juif, je suis le premier à me lever pour le défendre. Parce qu'on ne peut pas attaquer un juif parce qu'il est juif, vu que c'est un de nos frères en religion. En revanche, si quelqu'un me dit que je suis antisémite alors que la personne qui me dit ça est européenne, j'ai un problème avec cette lecture des choses. Parce que l'antisémitisme est une notion qui est née en Occident et pas en Orient. Donc c'est pour ça que je voudrais vous poser la question, par rapport à cette extrême droite qui est extrêmement dangereuse, il faudrait effectivement dire clairement que les Palestiniens, qui sont le peuple le plus éduqué au monde arabe, il faut le rappeler aussi, font la distinction entre les deux et condamnent aussi bien l'antisémitisme et le racisme que ce qu'ils subissent en Palestine. Tout d'abord, regardez la politique du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, il est allié à tous les gouvernements antisémites. Expliquez-moi ça. Je ne comprends pas qu'au dire, accuser les gens d'antisémitisme et aller travailler avec les antisémites. Comme en Hongrie, ou bien comme en Autriche, ou bien comme avec Madame Le Pen, ou bien d'autres. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est? C'est la politique israélienne, hypocrite. Et c'est une vieille accusation que le monde entier il en a marre de ça. Le sionisme, c'est un mouvement politique qui exerce un nouveau apartheid contre le peuple palestinien. C'est quand on dit antisémite et antisionisme c'est antisémite, c'est pas vrai. On peut être ami à Israël et on peut critiquer le gouvernement israélien et la politique israélienne. Mais ce n'est pas de critiquer le gouvernement israélien et la politique israélienne, c'est l'antisémitisme. Autrement, ce serait la moitié ou bien le trois quarts du peuple israélien sont antisémites. Parce qu'il y a des Israéliens qui critiquent le gouvernement israélien, quotidiennement. Et ils manifestent dans la rue de Tel Aviv 40 000, 50 000, 60 000 qui est contre la politique de M. Netanyahou. Mais ça, ils veulent confondre. Ils veulent utiliser. Il y a une islamophobie. Il y a une arabophobie. Il y a un anti-mouvement de libération nationale. Il ne faut pas se confondre dans ça. On respecte la religion et on vit avec jamais les Juifs, ils ont eu leur période d'or, c'était dans le monde arabe. Et c'est d'ailleurs quand ils étaient persécutés ici et là, c'était fait refuge dans le monde arabe. Et la preuve, quand ils étaient persécutés dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient, au début, ils étaient bien reçus en Palestine. Mais quand ils sont transformés en organisation extrémistes qui veulent occuper notre territoire, c'est à ce moment-là que on a résisté à cette occupation et nous résisterons et nous allons continuer à résister pour libérer notre pays. Monsieur l'ambassadeur, de quel œil voyez-vous ce qui se passe actuellement en Algérie avec ces manifestations monstres qui ont conduit au départ du président Bouteflika, qui ont conduit d'ailleurs à l'emprisonnement de beaucoup d'hommes d'affaires algériens, mais aussi ministres et compagnie. L'Algérie, faut-il le rappeler, a un lien éternel et éternellement lié à la Palestine. Quel est votre regard par rapport à la crise algérienne? Nous souhaitons le meilleur pour le peuple algérien. Et nous sommes confiants dans le peuple algérien qui, c'est lui-même et seul définir son avenir. Ça, c'est notre réponse. C'est très bien.
Je voudrais faire une remarque parce qu'on est très souvent pessimiste sur la Palestine, alors que moi c'est le contraire, je suis très optimiste. D'abord parce que je suis d'origine algérienne et que la France est restée 132 ans chez nous, ça n'est pas empêché que l'Algérie se soit libérée. Pas nécessairement en mettant les colons dehors, parce que c'était pas ce que voulaient les Algériens, mais il n'en demeure pas moins que l'Algérie est libre et indépendante aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Et je considère que la Palestine, la propagande qu'on entend tous les jours donner le sentiment qu'ils sont faibles et qu'Israël est fort est fausse. Pourquoi ? Parce que Israël aujourd'hui a reculé sur Gaza, qu'elle a reculé sur Sinaï, qu'elle a reculé sur beaucoup de théâtres et que son rêve de Eretz Israël, le grand Israël, qui allait très très loin, aujourd'hui n'est plus valable. Donc je pense, et j'espère effectivement que les Palestiniens ne perdront jamais de vue, et c'est difficile au quotidien, qu'à terme il y aura une négociation qui va s'imposer de fait, j'espère pas par la force, mais qui va s'imposer. Et je tenais à vous demander justement ce que vous pensiez des avancées par rapport à finalement une forme de libération de certaines parties du territoire palestinien, même s'il y a beaucoup de colonisation. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a un véritable espoir, et est-ce que vous êtes comme moi optimiste ? Non, au contraire, nous sommes, par nature, nous sommes optimistes. Et nous devrions être optimistes. Il ne faut pas être pessimiste pour décourager la génération à venir et la génération actuelle. Et nous militants et tous les peuples qui ont passé et traversé des difficultés. Nous traversons des difficultés énormes quotidiennement. Mais ça n'empêche pas de renoncer à nos droits, renoncer à notre indépendance. Israël, c'est vrai, c'est un pays qui tient bombe atomique, il a une armée sophistiquée, ce sont des instruments de crimes, ils commettent des crimes de guerre quotidiennement contre le peuple palestinien, mais ça ne va pas détruire la détermination du peuple palestinien de se libérer de cette colonisation israélienne et de cette occupation israélienne, mais ça, au contraire, ça nous encourage encore de plus en plus de multiplier notre force pour déloger cette occupation, et l'avenir est clair, c'est l'indépendance du peuple palestinien. Israël prétend de contrôler le territoire occupé, mais par quoi? C'est par la force. La force, il constitue jamais un droit. Jamais. Et Israël prétend que voilà, il occupe le territoire palestinien, il déclare Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, mais incapable de contrôler les rues de Jérusalem. Notre peuple est désarmé, mais malgré son désarmement, qu'il est désarmé, il fait peur aux officiers israéliens, aux soldats israéliens qui sont dans les rues de Jérusalem. Allez voir dans les territoires occupés et vous voir que la détermination de cette population à se libérer. Et jamais on est désespéré. Et l'Algérie, elle a resté 130 ans. L'Afrique du Sud, 500 ans. Et les Vietnamiens, ils ont combattu deux grandes superpuissances, ils sont se libérés, mais il y a beaucoup d'exemples dans le monde à suivre, et ce n'est pas de se rendre à l'ennemi qui c'est un exemple, non, au contraire, ça nous encourage, c'est des expériences des autres peuples, et nous sommes déterminés à se libérer de cette occupation, parce qu'Israël, ce n'est pas un État pour les Juifs. Israël, c'était une base militaire avancée pour les États-Unis dans la région, pour contrôler la région, pour piller la région. Autrement, parce qu'il y a plus de Juifs à New York qu'à Israël. Il y a plus de Juifs en Californie qu'en Israël. Monsieur l'ambassadeur, oui. Que pensez-vous du fameux deal du siècle? Il est présenté ainsi, annoncé prochainement par l'administration Trump. Est-ce que... Bon, ce qui apparaît comme une blague, entre guillemets, mais est-ce que vous avez quand même un certain optimisme par rapport à ces annonces qui devraient intervenir en fin d'année? Parlez-vous de crime du siècle? C'est un crime du siècle qui est proposé au monde entier de commettre un crime du siècle contre le peuple palestinien pour nier son existence. Cette proposition américaine, c'est une proposition de commettre un crime de siècle contre le peuple palestinien. Quand les États-Unis, ils ferment son consulat général qui était ouvert en 1844,
qui auprès de la population de Jérusalem et des Palestiniens et l'annexer à l'ambassade des États-Unis auprès d'Israël, ça veut dire nier l'existence du peuple palestinien. Ça, c'est d'une part. Quand les États-Unis légalisent les colonies qui occupent plus de 60% de la territoire occupé palestinien, quand les États-Unis, par cette proposition de M. Trump, ils nient l'existence de 8 millions de réfugiés palestiniens, et les 8 millions de réfugiés palestiniens, c'est les 2/3 de la population palestinienne. Ils nient leur existence. Quand les États-Unis de M. Trump nient, ils demandent de fermer et de mettre fin au travail de l'UNRWA, l'Office international des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Quand les États-Unis coupent toute aide au peuple palestinien et surtout aux hôpitaux de Jérusalem et les écoles et même les étudiants palestiniens qui étudient aux États-Unis elles-mêmes, ils occupent leur bourse. Et ça, ce n'est pas une initiative de paix, c'est une initiative de crime de guerre. De commettre. Quand les États-Unis ils donnent le Golan, ils donnent la Cisjordanie, ils disent Israël a le droit d'annexer. Qui a donné le droit au M. Trump à donner les territoires des autres peuples à un autre État raciste, apartheid, le nouveau apartheid qui est en Israël? Et ça, c'est un crime de guerre. Ce n'est pas une initiative de paix, ce n'est pas une initiative de siècle, c'est la crime de siècle. C'est à cause de ça que nous combattons cette initiative. C'est à cause de ça qu'on appelons tout le monde entier à boycotter cette initiative et à combattre cette initiative parce qu'on ne voudrait pas avoir un autre Rwanda, on ne voudrait pas avoir un autre crime de guerre commettre contre les Palestiniens comme en Arménie ou bien ailleurs. C'est à cause de ça que nous faisons appel au monde entier d'arrêter cette crime qu'il était en train d'être en application. Ça, c'est ça. Et ce qui se passe au Bahreïn, qui est le 25 juin prochain, qui parle d'une conférence de prospérité. C'est pas une conférence de prospérité, c'est une conférence de corruption. Ils veulent corrompre les gens pour légaliser l'occupation israélienne de territoires occupés palestiniens, les États-Unis et Israël, ils ont été incapables de légaliser ça à travers les Nations Unies, ou bien à travers le Conseil de sécurité, ou bien l'Assemblée générale. Mais ils veulent le légaliser à travers la force. La force, elle n'a jamais fondé un droit. Jamais. L'Union soviétique, il avait plus de 35 000 têtes nucléaires, mais il était fondu, il était fini. La force, ça ne crée pas le droit. C'est une question intéressante alors. Si vous dites que la force ne crée pas le droit, et je peux le comprendre, on parle toujours, trop à mon avis, de vouloir revenir sur les frontières de 67, qui, je le rappelle, ne sont pas les frontières définies par l'ONU et par le plan de partage, mais c'est les frontières de défaite arabe. Donc aujourd'hui, on est arrivé à se dire, on va accepter les frontières du fait accompli militaire. Est-ce que vous pensez qu'il est normal, effectivement, de discuter sur les frontières de 67 et pas revenir sur les frontières de 48 ? Nous parlons sincèrement. Nous avons dit dès le début, on a pour un compromis historique pour résoudre le problème pour tout le monde. Mais Israël, il ne veut pas un seul État, comme en Afrique du Sud. Il ne veut pas la solution de 2 États. Ce qu'il propose Israël, c'est un système d'apartheid, de nouveau apartheid. Nous le refusons. Nous ne l'acceptons pas et nous allons le combattre. Et nous combattons ce système raciste et de ségrégation israélienne à l'encontre de la population palestinienne. C'est très clair. Alors parlons maintenant, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, un peu de la politique interpalestinienne. Le Hamas a été élu à Gaza,
de manière démocratique en 2007. Où en est la réconciliation entre le Fatah et le Hamas? Vous savez, le peuple palestinien n'était jamais aussi uni comme ces jours-ci. Le peuple palestinien est réuni. Les fractions politiques, c'est normal. C'est normal d'avoir plusieurs. On ne peut pas dire que le Parti communiste et le Parti républicain, le Parti républicain marche ou bien le Parti socialiste, ils sont tous unis. Chacun il a son point de vue. On le respecte. C'est un pluralisme qui est au sein de la société palestinienne. Mais tant qu'au mouvement de libération nationale, nous voulons que tout le monde soit dans cette période ensemble, en seule voix. Et nous travaillons fort pour l'unité nationale palestinienne et nous continuons à croire qu'on ne peut pas atteindre l'indépendance sans l'unité nationale et nous travaillons et nous respectons l'unité nationale. Très bien. Là, je regarde votre bibliothèque et je vois qu'il y a un livre sur Bethléem, ce qui est logique. Je vois aussi un livre sur l'Iran. Et c'est une question qui vient naturellement, puisqu'il y a des tensions actuellement avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet de ces relations, enfin de cette possible guerre qui pourrait intervenir entre l'Iran et l'Arabie avec la pression américaine, ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste en vous disant que cette pression avec l'Iran derrière pourrait peut-être relancer un processus de paix régional cette fois-ci? Nous sommes tous contre tout genre de guerre. Tout genre de guerre, c'est rejeté par notre peuple. Parce que nous sommes victimes de cette guerre coloniale et cette agression occidentale et américaine en particulier contre notre peuple. Mais ça vous inquiète cette tension? Ça nous inquiète, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire les États-Unis au Moyen-Orient? C'est de piller leur richesse. Ce n'est pas pour la promotion de la démocratie. Ils ont prétendu que Saddam Hussein c'est un dictateur et tout ça. Et alors? Est-ce que l'ont remplacé par une démocratie? Regardez ce qui se passe dans la région. Il y a tout un chaos en Libye, il y a tout un chaos en Irak, il y a en Syrie, il y a au Yémen et tout ça. Et ils ont détruit toute l'infrastructure de ces pays. L'éducation, c'était le meilleur dans la région. Maintenant, c'est la mauvaise dans le monde. Ben, ça, c'est la guerre, c'est une catastrophe. Dans un instant, dernière partie de cette interview avec monsieur l'ambassadeur de Palestine en France, qui nous a fait l'amitié de nous recevoir dans son ambassade pour répondre à nos questions. Monsieur l'ambassadeur, donc monsieur Salman El Erfit, interrogé par Gamal Abina et moi-même. Mais juste auparavant, à suivre dans un instant, le journal de la Cannes dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Depuis le 22 février, le peuple algérien est entré en résistance. Oui, en résistance. Pour se prendre en charge et sortir le pays de l'abîme dans lequel l'ont mis ses gouvernants. Sa démarche est pacifique, mais sa détermination est sans faille. La solidarité de la diaspora algérienne et ses amis se doit d'être visible. C'est l'objectif que se donne le collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie, en appelant à une manifestation régionale à Marseille le dimanche 30 juin à 15h. Nous vous donnons rendez-vous au Vieux-Port. Et résultats, commentaires, analyses et décryptage des moments forts de la Cannes avec Christophe sur France Maghreb 2. Le journal de la Cannes de ce mercredi 26 juin avec pour commencer les bons débuts du Cameroun, vainqueur de l'édition 2017. Rappelons-le, les Lions indomptables ont fait respecter leur rang de succès 2-0 contre une vaillante mais limitée sélection de Guinée-Bissau. Après avoir longtemps manqué de précision à l'image de Zambo Ambissa ou encore de Karl Toko Ekombi, les Camerounais ont finalement fait trembler les filets en l'espace de 3 minutes. Ils prennent seuls la tête du groupe. Déjà une victoire importante pour la suite, selon le capitaine Eric Maxime Choupo-Moting. Le premier match est toujours très important et c'était pas facile, surtout les premières minutes. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas marqué malheureusement et après ça devient un peu difficile, mais je crois on est resté calme, on a pensé, on a cru en nous et surtout dans la deuxième mi-temps, on s'est dit il faut juste continuer à travailler et je crois qu'on a dominé le match.
Et enfin, on a créé beaucoup des occasions et finalement on s'est marqué, donc on méritait de gagner, je pense. Mais il y a 2 matchs très très importants encore. On va se bien préparer pour le Ghana. Eric, Maxime Choupo-Moting, le prochain match dans ce groupe F est une affiche digne d'une finale. Cameroun-Ghana. Le Ghana justement qui s'est heurté hier au Bénin. Les écureuils béninois sont passés tout proches de leur première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Match nul 2 buts partout contre le Ghana, une équipe bien plus expérimentée. Le héros béninois s'appelle Michael Poté, auteur d'un doublé. Un but dès la 2e minute, un autre peu après l'heure de jeu. Du côté des Black Stars, ce sont les frères Ayou, André et Jordan qui ont évité la défaite. La rencontre a basculé quand le défenseur ghanéen John Boy a été expulsé. On jouait alors la 54e minute. Menés 2-1, les Béninois ont égalisé, même failli l'emporter sur une ultime occasion, ce qui laisse quelques regrets au buteur du soir, Michael Poté. C'est vrai, c'est frustrant parce que voilà, au début on essaie de faire le dos rond, de voir un peu, de les attendre un peu, et puis au fil du match on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose de mieux. Donc voilà, nous on a eu confiance, on est bien parti. Maintenant on garde la tête sur les épaules, c'est pas fini. On va essayer de récidiver ça contre le prochain match contre la Guinée-Bissau. Maintenant voilà, sur un plan personnel ça fait toujours plaisir de marquer. Les propos recueillis par nos confrères de RFI et de leur envoyé spécial. Aujourd'hui, 3 rencontres sont prévues et on commence avec le premier match du jour à 16h30. Donc qui a commencé, le Nigeria affronte une Guinée qui a concédé lors de la première journée un match nul 2 buts partout contre Madagascar. Les Guinéens ne doivent donc pas se louper cette fois. Pour cela, ils peuvent compter sur un joueur de talent au milieu de terrain, Amadou Diawara, auteur d'une très belle première période contre les Malgaches. Quelques mois après avoir dit oui au Sili National et avoir été accueilli en héros à Conakry, sa ville natale, le voilà en Égypte pour sa première CAN. Portrait du joueur de Naples avec Hugo Moissonnier de RFI. Lorsque l'hymne de son pays a retenti contre Madagascar, l'émotion d'Amadou Diawara était forte, très forte. J'avais causé les larmes aux yeux, mais j'ai essayé de tenir le coup. Rester calme, replacer ses coéquipiers, délivrer un amour de passe décisive de l'extérieur du pied droit pour Sorikaba. Quand j'ai le ballon, je regarde devant. Dès que je me contrôle le ballon, je l'ai vu et je l'ai mis, ça y est. Le football paraît simple pour Amadou Diawara. Napolitain depuis plusieurs saisons, Sega Diallo est un journaliste guinéen. Tout jeune, quand il était à Séquence en Guinée, il replaçait ses amis, mais l'école italienne, ça donne certaines aptitudes et Carlo Ancelotti, c'est un maître. Il a très peu de temps de jeu dans la Ligue des Champions, mais en championnat, il a eu suffisamment de temps de jeu. Sur la fin de la saison, il s'est blessé, ça l'a permis de se reposer un peu. Il est arrivé frais pour cette CAN. Mais hors terrain, Amadou Diawara, c'est aussi 1,83 m de timidité, alors ne parlez pas de lui comme un possible patron du Sili. Je vais pas me faire de compliments. Patron, c'est trop dit. Moi, je préfère parler du collectif, pas de l'individualité. Hugo Moissonnier de nos confrères de RFI pour son reportage. Et dans le groupe A, l'Ouganda affronte le Zimbabwe à 19h. L'Ouganda qui compte déjà 3 points après son succès contre la République démocratique du Congo. La RDC en difficulté doit se reprendre, mais en face, c'est le pays organisateur, l'Égypte. Désolé pour les débuts ratés, le capitaine de la RDC, Youssouf Boulombo, sait qu'une belle performance ce soir redonnerait le sourire à tout un peuple. Après le match contre l'Ouganda, on était énervé forcément parce qu'on n'avait pas donné le meilleur de soi. On était triste parce que vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de nos supporters, c'était un résultat qui était lourd. On s'est surmotivé après parce qu'on savait qu'il y avait un match très important face à l'Égypte. Dans notre continent, quand on perd, c'est l'hécatombe. Mais à minuit, si on était amené à battre l'Égypte, je pense qu'on serait la meilleure équipe d'Afrique ou la meilleure équipe du monde. Donc on le sait, on est prêt à tous les scénarios. On va se battre, on va vraiment mouiller le maillot et on va se battre face à cette équipe de l'Égypte. Et on verra le résultat à la fin du match, mais on reste concentré. Youssouf Boulombo au micro de RFI. Égypte, République démocratique du Congo et Nigeria, Guinée sont 2 matchs à suivre aujourd'hui et très important dans ce groupe A. Ainsi prend fin ce journal de la CAN de ce mercredi 26 juin, tous les jours à 17h30 dans le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb.
Le grand forum avec cette émission exceptionnelle puisque depuis 16h, vous écoutez l'interview exclusive réalisée au sein de l'ambassade de Palestine en France. Et pour répondre à nos questions, à celle de Gamal Abina et moi-même, Monsieur l'ambassadeur, son excellence Monsieur l'ambassadeur de Palestine en France, Salman El Herfi, qui répond à nos questions pour cette dernière partie. Une question très importante. Quelles sont les relations entre l'Iran et l'autorité palestinienne? Nous avons des relations, ils ne sont pas les meilleurs, mais ils ne sont pas mauvais. Et c'est normal, mais malheureusement, on traverse des difficultés avec les relations entre la Palestine et le gouvernement iranien, mais ce n'est pas, ça veut dire qu'on va combattre les Iraniens ou bien non, pas du tout. Le peuple iranien, c'est un peuple dans la région qui est sain et souverain et nous sommes contre l'agression américaine, contre l'Iran ou bien contre tout autre pays. Monsieur l'ambassadeur, juste si vous permettez, par rapport à votre réponse sur la réconciliation entre le Hamas et le Fatah, vous nous disiez effectivement que, en prenant l'exemple d'ici en France, qu'il y a évidemment des dissensions, certes, sauf que quand même, vous l'avouerez, à Gaza, c'est la population qui en paye le prix fort de cette mauvaise entente entre le Fatah et le Hamas. Il faut absolument et impérativement trouver une solution pour Gaza qui, rappelons-le, et selon des études très sérieuses, Gaza sera invivable en 2020. 2020, c'est l'année prochaine, monsieur l'ambassadeur. Non, permettez-moi de dire, la souffrance du peuple palestinien à Gaza, ce n'est pas à cause de différence entre Hamas et Fatah. J'ai pas dit ça. Non, c'est à cause de l'occupation israélienne, à cause de le siège israélien, à cause de la guerre israélienne. 3 fois pendant 10 ans, Israël il a envahi la bande de Gaza. Et à cause de ce que lui qui roule à Gaza. Ce n'est pas à cause de la différence entre tel ou tel parti politique palestinien, ni entre Fatah et le Hamas, mais c'est d'abord, et en particulier, c'est l'occupant israélien qui a agressé le peuple palestinien à Gaza. C'est lui qui siège, impose le siège à Gaza, et c'est lui qui coupe le vivre à Gaza, et en plus de ça, c'est au Hamas qui roule le bande de Gaza, qu'il faut le demander pourquoi les gens... parce que nous, 50%, 58% du budget palestinien, de l'autorité palestinienne, il est payé à Gaza. Sans aucun revenu de ça. Nous savons bien notre devoir envers notre peuple à Gaza. Mais nous ne sommes pas prêts à aller à une guerre civile à Gaza, ce qu'ils proposent l'autre partie, ou bien ce qu'ils font provoquer l'autre partie. Nous sommes à payer tout de faire tout notre devoir pour sauver notre peuple et pour aider notre peuple à garder son unité nationale, mais tôt ou tard, le peuple palestinien il va être uni. Et il est uni dans son passé, et ces organisations politiques qui étaient fondées de frères musulmans à Gaza, qui c'est eux à demander pourquoi ils font la sécession, pourquoi eux ils ont fait le coup d'État contre eux-mêmes, contre l'autorité palestinienne. Mais ça c'est la question, c'est pas une question que celui qui prétend être résistant qui résiste. La résistance c'est de protéger le peuple d'abord. Ce n'est pas de délivrer le peuple à l'enfer. Et ce n'est pas de prétendre d'être résistant et en même temps que vous détruisant toute l'infrastructure de peuple palestinien à Gaza. On avait un aéroport, on avait un port, et maintenant on demande, on voudrait un aéroport. Mais il y avait un aéroport. Et d'abord, avant de dire, voilà, il faut, celui qui résiste, c'est le meilleur, et maintenant on demande le cessez-le-feu. Et on demande de calmer les choses. C'est la contradiction de cette fraction politique
qui règnent à Gaza, c'est les frères musulmans. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie, regardez qu'est-ce qu'ils font en Égypte, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak. Qui est l'allié des États-Unis dans la région? C'est les frères musulmans. Mais il faut dire la vérité, la réalité. Et nous faisons appel à la base de ces organisations de frères musulmans de réaliser ce que leurs dirigeants ils font. Il faut arrêter d'être alliés aux États-Unis. Sur la question des frères musulmans, c'est plus compliqué que ça, je pense. Oui. Parce que l'Égypte, par exemple, on voit très bien que les frères musulmans... Non, on parle pas du régime. Non, on parle de la situation en général. J'entends bien, mais je parle de l'Égypte, par exemple, ils viennent de laisser mourir Morsi. C'est un autre chose. Oui, mais si Morsi était un allié des Américains, il serait vivant. Un autre sujet. Mais nous, on disait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, je comprends, mais politiquement, je veux dire, les frères musulmans, c'est pas un groupe, c'est des groupes différents. En Égypte, clairement, les Américains... Ils ont une seule direction, avec plusieurs branches. Oui, voilà, il y a plusieurs... Ils ont 12 partis dans le monde. On est d'accord, donc c'est très différent. Mais ils étaient toujours alliés des États-Unis, toujours alliés des régimes réactionnaires dans la région. Pour ce qui concerne l'Égypte, on sait que c'est Sisi qui est allié des États-Unis. Oui. Maintenant, d'ailleurs, c'est même Sisi qui bloque la frontière de Gaza, ce qui est quand même grave. Je vais vous poser une question par rapport à l'histoire, puisqu'on a un petit peu de recul sur l'histoire. Et pour être honnête, il faut dire réellement ce que vous pensez. Quel était pour vous le meilleur chef d'État arabe pour les Palestiniens? Quel est celui qui était le meilleur soutien dans les pays arabes? Objectivement, quel était celui qui était vraiment sincère? C'est pas à nous de définir, c'est à vous de définir. C'est à vous. C'est au peuple. C'est à vous que je pose la question parce que vous voyez bien qu'il y a eu plusieurs. On n'est pas là de juger les gens. Non, je parle pas des gens, je parle de ce qui était meilleur. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'ils nous donnent en aide, soit peu ou bien soit beaucoup. Nous sommes très fiers que nous entretenons des relations extraordinaire avec nos frères arabes, avec nos amis à travers le monde. Et la preuve qu'il y a 138 pays qui soutiennent le peuple palestinien et ne sont pas ici de définir qui est le meilleur, qui est le mauvais. Non, je demande pas, monsieur l'ambassadeur, je vous demande à vous en tant que Palestinien, simplement. C'est pas une question de jugement. On juge pas les Arabes qui sont plus ou moins soutiens. Il y a beaucoup d'Arabes ont soutenu. Je vous demande historiquement, parce qu'on sait par exemple Nasser, pour prendre l'exemple de Nasser, c'est lui qui a fondé l'OLP, donc il était un grand soutien. Qui est pour vous, de votre point de vue, personnel, le meilleur chef d'État arabe depuis moi, ici, 50 ans? Je n'expose pas mon point de vue personnel. Je suis un officiel et je veux dire que nous sommes très fiers de nos relations avec nos frères arabes, de Maroc jusqu'à Bahreïn, de Yémen jusqu'à la Syrie au nord. Mais c'est différent. Le moyen, les capacités de chacun est différent de l'autre. Je ne peux pas comparer l'Algérie qui a soutenu le peuple palestinien dès le début, dès l'idée jusqu'à la pratique, et qui n'a jamais cessé de soutenir gouvernement, président, peuple. Ils étaient toujours à côté du peuple palestinien. Je ne peux pas le comparer avec des autres. Je ne peux pas. Vous avez répondu à la question alors. Merci. Monsieur l'ambassadeur, question très importante. Le mandat de Mahmoud Abbas est terminé depuis bien longtemps. À quand on pourra peut-être voir des élections en Palestine? Écoutez, le mandat de tout le monde est fini. Le mandat de M. Ismaïl Hani est fini longtemps aussi. Ouais. Hein? Les élections, c'est un devoir à l'avoir. Et nous disons, on est prêt pour faire les élections demain. Vous êtes prêt à faire des élections? Celui qui empêche les élections, il empêche, c'est les États-Unis, il empêche, c'est l'Israël qui occupe le territoire palestinien et qui occupe et siège Gaza, et aussi demander à Hamas qu'ils veulent rester au pouvoir, ils ne veulent pas les élections. Mais l'autorité palestinienne, chaque jour, elle demande de faire les élections le lendemain. Et on l'a fait déjà quand on a élu M. Mahmoud Abbas, quand on a élu le Hamas comme dans les législatives, on leur a donné le gouvernement. C'est comme ça qu'on leur demande pourquoi vous faites un coup d'État contre votre gouvernement. Ils ont fait un coup d'État pour rester à Gaza et rejoindre l'idée israélienne de diviser Gaza de la Cisjordanie.
et d'accepter de faire un État à Gaza, il n'y aura pas un État à Gaza. Il n'y aura pas un État sans Gaza. Sans Gaza. Le territoire palestinien est une unité intégrale. Et l'unité du peuple palestinien est intégrale et nous allons avoir l'unité palestinienne territoriale aussi bien politique. Monsieur l'ambassadeur, oui. Que répondez-vous à celles et ceux qui dénoncent la coopération sécuritaire avec Israël, avec l'occupant? Il n'y a pas de coopération sécuritaire. Certains juste qui n'hésitent pas à parler écoutez mon frère, il n'y en a pas de coopération sécuritaire avec Israël. Il n'y en a pas. Celui qui dit ça, c'est lui qui fait la coopération. Nous sommes en guerre quotidienne avec Israël et avec les États-Unis. Le seul qui maintenant clairement, nettement, qui dit non à M. Trump, c'est M. Abbas. Ce n'est pas des autres. Et on pratique. C'est lui qui refuse de rencontrer les Américains et les Israéliens, c'est l'autorité palestinienne. Mais dans l'égalité internationale, on est prêt à négocier. Quand on respecte la légalité internationale, quand on respecte les résolutions du Conseil de sécurité, comme base de négociation, on est prêt à négocier, on n'est pas peur. Mais celui qui voudrait nier l'existence des résolutions du Conseil de sécurité, nier la légalité internationale, on n'acceptera pas. De poursuivre l'État israélien à la Cour pénale internationale, c'est envisageable? Bien sûr. On a déjà déposé une demande. Il faut demander au procureur général d'appliquer la demande. Vous avez utilisé donc cet aspect-là pour aussi attaquer... C'est un moyen de résistance. C'est un moyen de résistance. C'est une moyen de résistance. Comme la diplomatie, c'est un moyen de résistance. Comme l'existence sur la terre et de soutenir notre peuple, c'est un moyen de résistance. Nous avons toute option. Toute option. Nous avons utilisé maintenant la résistance pacifique. Mais ça ne fait pas on s'arrête là. Toutes les options qui nous donnent le droit international, on va l'utiliser. J'ai une question par rapport à vos relations, encore une fois. C'est compliqué quand on est ambassadeur, mais tout de même, quelles sont les relations entre l'autorité palestinienne et la Turquie? Est-ce que les relations sont améliorées? On a de très bonnes relations. Une excellente relation. On a une ambassade là-bas, on a un ambassadeur là-bas, on a de très bons rapports. Alors si je vous pose la question, c'est pas par hasard, c'est parce que la Turquie a changé. Non, il ne faut pas se confier. On a de très bonnes relations avec l'Iran. On a une ambassade en Iran. On a un ambassadeur en Iran. On a une ambassade en Égypte. Nous ne se mêlons pas dans les affaires intérieures d'aucun pays. C'est pas pour les affaires intérieures, c'est que la Turquie a eu un coup d'État en 2016. Erdogan a échappé à ce coup d'État. Et je veux savoir s'il a évolué dans sa position par rapport à la Palestine et par rapport à vous. Non, il a toujours les relations depuis longtemps, depuis les années 70 79, on a établi un bureau de l'OLP, après la déclaration d'Alger de déclarer l'État de Palestine, la Turquie l'a reconnu, l'État de Palestine, et on a de très bons rapports avec le président Erdogan et son gouvernement et tout ça. Ça rassure, c'est bien. Ouais. Une question très claire, monsieur l'ambassadeur, et je pense que ça sera là notre dernière question. Et merci encore de nous avoir reçus ici chez vous, dans cette ambassade de Palestine en France, qui se situe dans le 15e à Paris. Que répondez-vous aux auditrices et aux auditeurs qui par centaines, qui par même milliers, nous appellent régulièrement à la radio pour nous demander comment peut-on aider de manière claire et efficace le peuple palestinien? Qu'avez-vous à leur répondre? Lever la voix contre le nouveau régime d'apartheid exercé par Israël contre le peuple palestinien. Desmond Tutu qui dit « J'ai vécu sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et quand j'ai visité, je cite Desmond Tutu, quand j'ai visité Israël, la pratique du gouvernement israélien est pire que l'apartheid en Afrique du Sud. C'est un nouveau régime d'apartheid en Palestine, pratiqué par le gouvernement israélien. Il faut lever la voix contre ce régime et il faut demander au gouvernement français de reconnaître l'État de Palestine.
Très bien. Et on peut, vous avez bien fait de le dire, parce qu'on peut aussi solliciter son député pour aussi en faire la demande, pour que effectivement cette demande prenne de l'ampleur. C'est utilisé aussi cette carte, donc on a tous moyen de pouvoir aider et de soutenir aussi le peuple palestinien. Pas seulement son député, son sénateur, tous les élus, de lever la voix pour justice au peuple palestinien. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir d'être parmi vous dans le bureau ici à l'ambassade de Palestine. À très bientôt et merci d'avoir répondu avec beaucoup de franchise à nos questions. Merci à vous et merci à votre visite et nous sommes à votre disposition et l'ambassade, c'est la vôtre. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur et merci à Gamal Abina qui m'a accompagné pour vous interroger. Voilà pour cet entretien que vous avez pu suivre depuis le début de cette émission. Entretien avec monsieur l'ambassadeur de Palestine en France, en poste depuis 4 ans maintenant, qui a évidemment une histoire puisqu'il a été celui qui a ouvert le bureau de l'OLP à Paris il y a 50 ans maintenant. Monsieur Salman El Herfi qui était notre invité sur France Maghreb. De réaction, vous avez écouté, vous avez envie de réagir, 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette interview que on a eu en exclusivité, celle de l'ambassadeur de Palestine en France. On a posé les questions, les vraies questions. On a tenté en tout cas. Les réponses, vous avez entendu. Bon, quelques-unes d'entre elles sont très diplomatiques, très politiques. Vous nous appelez si vous souhaitez réagir. Un petit libertin d'improviser. Voilà, vous pouvez nous parler soit d'interview, vous avez entendu aujourd'hui, ou de tout à fait autre chose, d'un sujet d'actualité qui vous tient particulièrement à cœur. Je sais que là il y a la circulation. Alors c'est comment ça s'appelle, différenciée, ouais c'est ça, qui est d'ailleurs reconduite pour demain à Paris et sa région parisienne. Qu'en pensez-vous sur le fait, tiens, on en parlera demain avec Bouriachi, qui sera avec nous, Philippe Bouriachi, puisque dans le Val-de-Marne, sachez qu'on a un parent d'élève a fait un don de 10 ventilateurs dans les écoles. Vous savez que les chaleurs sont insoutenables, aussi bien dehors mais dans les classes, parce que la plupart des classes, bien entendu, n'ont pas de volets, pas de rideaux, donc la chaleur rentre, il fait très chaud. Et l'académie a retiré ces ventilateurs, pour les rendre celui qui les avait donnés. Qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Algérie-Sénégal de demain, le gros match pour la CAN et pour les Algériens, c'est le match à ne pas louper. Voilà, pour espérer en tout cas terminer devant et puis être tranquille pour le dernier match. Et puis il y a un certain Maroc-Côte d'Ivoire vendredi à 19h et un Tunisie-Mali. Que de beaux matchs, franchement, entre jeudi et vendredi. Alors bonjour, qui est avec nous? Bonjour docteur, comment allez-vous? Donc chaudement. Voilà, donc 2 minutes, je vous dérange. J'attendais ça, franchement, monsieur l'ambassadeur de Palestine à Paris. Alors, monsieur docteur. D'abord, je vous félicite, à vous, à monsieur Boyachi, mais j'ai pas de contradicteur. Non, c'était Gamal Abina. Voilà, monsieur Amin. Donc, dommage. Bon, quand vous avez posé la question, je vais me résumer rapidement. Effectivement, c'est beau me dire. Qu'on monte, qu'on descend, le seul qui était sincère avec la cause palestinienne. Il n'a pas voulu répondre à cette question, vous avez vu, Voilà, donc ça, je retiens. Deuxièmement, moi, je suis ni musulman et encore, je m'en fous de tout ce qui est religieux. Pourquoi cette haine contre un autre parti politique? C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Vous parlez des frères musulmans qu'il a accusés. Voilà, donc, moi je les combats politiquement, pas physiquement, bien évidemment. Ouais. Mais là c'est moi, mais pas les Palestiniens. Il l'a dit Boumediene. Boumediene, il leur a dit en 1967, j'étais gamin encore au Liban, ce qui a été usurpé par la force ne se reprend que par la force. On a l'exemple algérien. Je n'ai pas dit qu'il faut la violence. Ouais. Et surtout, ce qui est très important, ils sont vendus actuellement, la direction palestinienne au pays du Golfe. Et c'est bien s'ils ne se mêlent pas. C'est pas faux. Maintenant, envoyez les Algériens. Je prends l'exemple grandiose d'Afrique du Sud et d'Algérie sur l'autre siècle et de l'Indochine. Les Algériens, ce qui est très bien, et je l'ai dit aujourd'hui, comme il y a 20 ans, comme dans 20 ans, si je suis encore en vie,
ils sont forts. Ils veulent pas qu'on se mêle de leur vie. Que vous soyez X, confession, parti politique, ils règlent ça entre eux. On le voit au jour d'aujourd'hui. Que les Palestiniens, tout le monde se mêle d'eux, ils continuent à courir derrière les pays du Golfe qui les a détruits. Voilà, c'est tout. Mais malheureusement, il faut qu'on leur parle. Moi, j'ai assisté à des conférences quand j'étais à Paris avec ça. Mais vous avez été très fort, vous avez posé des bonnes questions. Et puis quand ils parlent, effectivement, dans ce cas, il y a des gens ici que vous les amenez, des politiques, des Français d'origine algérienne ou marocaine, j'ai oublié leur nom là, avec cette chaleur, ils ont dit un seul État où il y aura tout le monde. On ne doit plus parler de confession, quel que soit hindouisme, juif, musulman, chrétien, un État. De toute façon, ils vivent actuellement les conséquences de ça qui explique. Bon, c'est peut-être vos auditeurs, une autre fois on réexplique là. Donc ça qui explique, il faut qu'il y ait un État général comme en Afrique du Sud. Tout le monde coexiste ensemble. Les Américains, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils courent derrière les Américains et les pays du Golfe. Bon, la seule chose, et c'est bien ce qu'elle a dit, bon, mais bien, en 67, 3 mois après l'échec de la guerre du Sud. Voilà, merci docteur pour votre réaction. Allez, je vous en prie, merci beaucoup à vous. À bientôt. 01 40 33 9000. Voilà, il a réagi à l'interview de monsieur l'ambassadeur de Palestine en France que vous avez écouté, que vous pourrez réécouter bien sûr ce soir à minuit pour la rediff pour ceux qui l'ont loupé. Et puis voilà, un article résumant un petit peu ces déclarations, on va sortir sur francemaghreb2.fr sur notre site officiel. 01 40 33 9000, un petit Libertad improvisé pour terminer cette émission de ce mercredi 26 juin. 01 40 33 9000 pour nous joindre, évidemment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour nous appeler, pour réagir à l'actualité, à l'interview de monsieur l'ambassadeur ou à tout à fait autre chose, ce que vous voulez, évidemment, dans cette partie de cette émission. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô? Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Oui, Saïd. Saïd, il nous appelle d'où? De Bordeaux. Bonjour Saïd de Bordeaux, comment ça va? Oui, enchanté. Ça va très bien, un peu chaud, mais ça va. Ah oui, bah nous aussi, très très chaud. 37 à Paris cet après-midi. Ben oui, et ben ici, je crois qu'on avoisine les 39, 39-40, donc... Ah oui, sur les bords de la Garonne, ça chauffe. C'est ça, exactement. Bon, exactement. alors, qu'est-ce qui se passe, Saïd? Donc oui, moi je voulais juste intervenir, vous savez, sur les ventilateurs payés par ce parent d'élève. Oui. Donc moi mon avis c'est mon ressenti le plus profond, c'est depuis quelques années mais constamment on infantilise, on trouve toujours extraordinaire la chaleur. Ouais. Donc c'est-à-dire on met les gens dans un tourbillon d'inquiétude et finalement ce côté ce beau cadeau pour les enfants, et finalement on n'en veut pas, et alors que la personne a fait quelque chose de comment dire de généreux pour les enfants. Donc on lui dit clairement non, nous n'avons pas besoin de vos ventilateurs, sous prétexte qu'ils n'étaient pas aux normes. Oui. Donc vous imaginez, moi qui suis d'origine marocaine et je suis un entrepreneur en France, j'ai une entreprise aéronautique et je me dis quand même il y a un réel problème, il y a vraiment un réel problème ici. On a peur de tout sous prétexte qu'on peut rien accepter de l'autre, quoi. Finalement c'est ça qu'il faut retenir, parce que en parlant des assurances, parce qu'un ventilateur, vous allez sur les marchés ou sur les foires partout en France, il y a plein il y a plein de produits où on ne sait pas si c'est certifié ou pas. Ouais, absolument. Donc voilà. Donc c'était vraiment, c'était pour dire qu'en France quand même, il y a vraiment un climat, bon, on le sait qu'il fait chaud, mais il y a vraiment un climat de surenchère sur les assurances. On doit être assuré tout le temps et partout. Donc je trouve ça dommage pour ce parent d'élève qui a vraiment un réflexe extraordinaire pour amener une dizaine ou une vingtaine, je sais pas combien il a amené de ventilateurs. 10. Donc voilà. Donc je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on nous bassine encore sur les assurances, sur non, on n'a pas le droit parce que c'est pas du bon matériel, c'est pas certifié. Mais pour dire et conclure, c'est que finalement en France on repousse l'entraide, quoi. Saïd, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Petite question avant de partir, vous nous écoutez comment à Bordeaux? Bon, écoute, moi je suis sur internet là, en même temps je travaille et je suis sur internet, quoi, France Maghreb 2, sur écouter la radio en ligne.
Bon, Voilà. très bien. Vous avez aussi une petite option qui est pas mal. C'est sur le téléphone, sur votre smartphone, France Maghreb 2, l'application. D'accord. Voilà. D'accord. À toutes fins utiles. Par contre, très bien sur le côté ambassadeur de Palestine. Ouais. C'est vrai que comment dire, on sent des comment dire, on sent encore un blocage. Hein. On sent c'est pas fluide quoi. On a comment dire, moi j'ai été en Palestine quand deux fois il y a quelques années en 2012 et 2014. Avec mes enfants, et c'est vrai qu'on sent toujours, on a l'impression c'est beaucoup plus compliqué que l'on pense. En fait, c'est ce qu'on ressent quand l'ambassadeur ou d'autres parlent. C'est un ambassadeur et vous savez que c'est délicat de parler pour un ambassadeur. Il peut pas s'écarter des lignes. Vous voyez, il est très. Mais quelle ligne vous savez? Il y a des lignes politiques du Fatah, de l'autorité palestinienne. Il faut pas qu'il s'en écarte de trop. Il faut qu'il soit le bon porte-parole. Hein. Voilà. Bien sûr, mais c'est dommage parce que non, on demande pas des secrets défense là. Hein. Ouais. On demande juste qu'ils se lâchent, parce que clairement on parle tous du peuple palestinien, mais pourquoi on n'a pas comment dire, enfin il n'a pas eu un commentaire fluide, sincère, normal quoi, dire. Vous l'avez pas senti sincère vous? Vous l'avez pas senti sincère? Oui. J'ai senti exactement comme ce qu'on ressent dans la communauté arabo-musulmane, mais dans pas mal de pays où j'ai été. C'est vrai, je ressens vraiment ce côté tabou, ce côté où, c'est-à-dire tout le monde pense à la Palestine, tout le monde veut changer les choses, et finalement, clairement, en tout cas moi, simple citoyen, je me dis, on est loin de la réalité, vraiment sincère, et puis parce que très sincèrement, je pense qu'il y a assez de fric, clairement, hein. Moi, je pense, je paye pas mal de charges en France, et je me dis, je côtoie pas mal d'entrepreneurs maghrébins ou musulmans ou même français. Donc, c'est-à-dire que nous en tant que citoyens, on peut faire plein de choses, et on a l'impression que le politique, c'est lui qui va changer les choses. Non. Merci Saïd en tout cas pour votre réaction et de nous avoir appelé du côté de Bordeaux. Tout le temps, et je trouve chouette ce que vous faites, et ça fait plaisir. De parler de ça quoi. Merci beaucoup, faites passer le message parce que de plus en plus nous saurons à l'avenir inchallah. Merci Saïd. Ciao, merci, à bientôt. À bientôt du côté de Bordeaux. En Gironde où ça chauffe pas mal, nous a confié Saïd Bastassi qu'on va conclure cette émission aujourd'hui pour se retrouver demain entre 16h et 18h avec demain Monsieur Abdeslamitache et Philippe Bouriaki. Le quiz de fin d'émission risque d'être sympa. Hein. Il y a Bouriaki qui a une revanche à prendre sur Itache, sur Abdeslam Itache. Demain entre 16h et 18h. Bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Demain 16h, le rendez-vous est pris, messieurs dames. On est là tous les jours pour vous recevoir, vous accompagner, vous écouter et surtout participer à cette émission. Ça s'appelle le LGF. Je précise que vendredi, on sera en mode foot, les amis, en plein match Tunisie-Mali. Le gros match pour la Tunisie, le match à ne pas louper. Après sa petite, comment dirais-je, est un peu passé au travers pour son premier match avec son match nul. La victoire est impérative pour la suite de la compétition pour la Tunisie. Et on parlera aussi de Algérie-Sénégal demain soir à 19h et de Maroc-Côte d'Ivoire vendredi soir à 19h. France Maghreb 2, premier supporter des équipes maghrébines à la Coupe d'Afrique des Nations. Excellente soirée à vous. Merci d'écouter France Maghreb 2, c'est ici que ça se passe, vous l'avez bien compris. Il est 18h. Marc Salbert pour l'actualité. Bonsoir Marc. Bonsoir. 78 départements désormais placés en alerte à la canicule. C'est 13 de plus que ce matin. Seule une partie de la façade atlantique échappe à cette vague de chaleur. Météo France prévient que le pire est à venir avec des températures qui pourraient grimper vendredi jusqu'à 40 degrés en vallée du Rhône. L'enquête sur l'incendie de Notre-Dame, aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le procureur de la République. Rémi Hetz évoque plusieurs hypothèses comme celle d'un dysfonctionnement du système électrique ou celle d'un départ de feu provoqué par une cigarette mal éteinte.
La police des polices saisie après la blessure au cou d'un adolescent avec une paire de ciseaux lors de son interpellation en Seine-Saint-Denis samedi dernier. Il accuse un policier de lui avoir planté les ciseaux dans la gorge. La préfecture de police parle d'une blessure accidentelle. Les tarifs réglementés du gaz vont baisser de 6,8% au 1er juillet. Une baisse des tarifs rendue possible par la baisse des cours du marché du gaz naturel. 700 000 fumeurs ont arrêté grâce à la cigarette électronique. Estimation de Santé publique France pour la période 2010-2017. La plupart des vapoteurs ont une expérience avec le tabac en tant que fumeur ou ex-fumeur. Santé publique France rappelle toutefois que les conséquences de la cigarette électronique sur la santé sont encore largement méconnues. Enfin, le New York Times publie une nouvelle liste de plus de 700 artistes qui ont perdu des enregistrements originaux lors de l'incendie d'un entrepôt d'Universal à Los Angeles en 2008. On l'a appris qu'il y a une dizaine de jours. Parmi eux, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Eric Clapton ou Nirvana. Une plainte collective a été déposée contre Universal, accusée d'avoir dissimulé l'ampleur des dégâts. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.